Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15 au sommaire de l'actualité. Au Mali, Modibo Keïta fixe le cap de son gouvernement. Jusqu'à là, il était en charge des pourparlers de paix entre le gouvernement et les groupes armés du Nord, une tâche qui fait justement partie de ses priorités. La lutte contre Boko Haram est à l'ordre du jour au Nigeria voisin. Les familles des 219 jeunes filles enlevées à Chibok sont toujours dans l'angoisse. Le doute persiste et les interrogations se multiplient 9 mois après leur enlèvement. Et culture enfin d'édition, le Nouvel An Amazigh a eu lieu ce lundi 12 janvier. Un programme riche et varié qui a mis à l'honneur le patrimoine culturel algérien. Mais tout d'abord, Hosni Moubarak sera rejugé. La Cour de cassation a annulé une précédente condamnation à 3 ans de prison de l'ancien président égyptien. Il avait été condamné en mai 2014 pour détournement de fonds publics. Il restera en prison jusqu'à une nouvelle décision de justice. Au Mali, l'équipe de Modibo Keïta fixe le cap sur de nombreux défis. Parmi eux, le retour de la paix dans le nord du pays. La situation dans cette zone reste sensible. Des attentats ont récemment été perpétrés dans plusieurs localités. Les précisions de Graziella Tiakounté. Pas une minute à perdre. Moins de 24 heures après sa formation, le nouveau gouvernement malien entre en scène. Le Premier ministre Modibo Keïta a réuni son premier conseil de cabinet ce lundi. L'occasion de passer en revue ses priorités. En tête de liste, l'aboutissement d'un processus de paix avec les groupes armés du Nord. Les objectifs qui sont assignés très clairement par le président au Premier ministre et donc à son nouveau gouvernement, c'est continuer les négociations d'Alger pour arriver à un accord qui satisfasse tout le monde, c'est-à-dire qui respecte l'intégrité territoriale du Mali, qui fasse effectivement qu'il y ait la réconciliation entre tous les Maliens qui tiennent compte de toutes les sensibilités du peuple malien. Autre défi, la restauration de l'autorité sur l'ensemble du territoire malien, notamment dans la partie nord occupée par des groupes armés. Dans la ville de Kidal notamment, plusieurs bâtiments administratifs ont été assiégés par des rebelles. Les groupes, entre guillemets, rebelles maliens qui occupent ces administrations, les sièges de ces administrations, sont dans la surenchère, ça on le sait, parce que les négociations sont en train d'aller presque vers leur terme. Donc il s'agira de rétablir. Et le fait qu'il y ait quand même des Touaregs dans le nouveau gouvernement augure, sans excès d'optimisme justement, de cette possibilité justement du rétablissement de l'autorité de l'État. Sur le plan sécuritaire également, l'enjeu est de taille. Malgré la présence des forces de la MINUSMA, la situation reste volatile dans le nord, théâtre ces derniers jours d'une série d'attaques et d'affrontements entre groupes armés. Madagascar, de nouveau sans équipe gouvernementale. Le gouvernement dirigé par Roger Kolo depuis avril 2014 a démissionné en bloc ce lundi 12 janvier. La dernière équipe était notamment critiquée sur sa gestion de l'approvisionnement en électricité, alors que la grande île est confrontée à des délestages de plus en plus fréquents. Le président R. Razaona Remanpian, qui n'a pas de majorité parlementaire, va maintenant devoir former un gouvernement. Il a rencontré ce mardi les anciens présidents malgaches Albert Zafi, Didier Ratsirak, Marc Ravalman et André Radzoel. Attente difficile pour les familles nigérianes de Chibok. Les 219 lycéennes enlevées le 14 avril dernier sont toujours introuvables. Malgré la promesse du gouvernement de les retrouver, les recherches semblent piétiner. Reportage de Folake Oline Loye, notre correspondante au Nigeria, commenté par Khadija Sfar. À quand la libération des lycéennes de Chibok ? Cette question, la famille Samuel se la pose chaque jour. 9 mois que leurs enfants ont été enlevés et le gouvernement n'a pas encore réussi à les retrouver et à les faire libérer. Sarah Samuel avait 17 ans quand elle a été enlevée. Dans cette famille de 5 enfants, le seul espoir pour les parents, c'est la prière et le jeûne. En tant que mère d'enfant, ça n'a pas été facile. Pas de repos de l'esprit, pas de sommeil. J'ai pleuré, jeûné et prié tout le temps. Elle aime tellement les études. La nuit, elle se réveille pour lire. Elle dit toujours qu'après l'école, elle va poursuivre ses études à l'université. Mais regardez-la maintenant.
Au total, 276 adolescentes âgées de 12 à 17 ans ont été kidnappées par des hommes armés et emmenées dans l'épaisse forêt de Sambisa à bord de camions. C'était le 14 avril 2014. Plusieurs dizaines d'entre elles ont réussi à échapper à leurs ravisseurs dans les heures et les jours qui ont suivi, mais 219 jeunes filles sont toujours portées disparues. Aujourd'hui, il y a beaucoup de Nigérians qui pensent que les filles de Chibok étaient un instrument politique. Si ces gens peuvent bombarder le bâtiment de l'ONU 2 fois, comment serait-il difficile pour eux d'enlever des jeunes filles dans un domaine à peine sécurisé? C'est choquant. Les événements survenus à l'école publique de Chibok depuis le 14 avril justifieraient la mise en place d'un réseau de sécurité efficace axé sur la prévention. Mais jusqu'à présent, la secte islamiste Boko Haram continue de sévir. 2 attentats ont fait une trentaine de victimes en fin de semaine passée à Borno, au nord-est du Nigeria. En Côte d'Ivoire, le gouvernement souhaite vulgariser l'outil Internet. Le raccordement à de nouveaux câbles sous-marins et l'arrivée de nouveaux fournisseurs d'accès à Internet permettent l'arrivée de nouveaux utilisateurs. Les tarifs des abonnements ont longtemps freiné les usagers. Les précisions dans ce reportage d'Olivier Conan, notre correspondant en Côte d'Ivoire. Internet a le vent en poupe en Côte d'Ivoire. En 2011, le pays comptait 443 364 internautes. Le prix élevé des services et la lenteur de la connexion avaient découragé un grand nombre. Mais aujourd'hui, avec l'installation de nombreux fournisseurs qui ont migré vers de nouvelles technologies comme la 3G+, et la LTE, l'accès à Internet s'est démocratisé en Côte d'Ivoire. L'ancienne technologie, la WiMAX, est en fin de vie. Donc nous ne pouvons pas rentrer dans un marché, surtout en Côte d'Ivoire qui se veut émergent, avec une technologie obsolète. Donc nous pensons que pour pouvoir nous rapprocher des populations qui sont en attente d'avoir une connexion qui leur permette de surfer de façon très rapide et une connexion très stable, nous pensons qu'aujourd'hui la LTE répond exactement aux besoins de la population. Le développement d'Internet est également porté par la baisse des prix de connexion. Il est désormais possible d'avoir des forfaits hebdomadaires de 5 000 francs CFA et des offres journalières à 1 500 francs CFA. Il y a quelques années, l'Internet était inaccessible pour la majorité des Ivoiriens. Aujourd'hui, les opérateurs, les fournisseurs d'accès Internet offrent plusieurs possibilités avec des tarifs différents. C'est vrai que le taux de pénétration d'Internet est encore faible, mais soyez rassurés, le gouvernement travaille dessus. Le gouvernement travaille en installant des infrastructures solides. Le gouvernement ivoirien a entrepris d'installer un réseau national haut débit de 7000 km de fibre optique pour relier tous les chefs-lieux de département au backbone national du réseau Internet. Cette infrastructure permettra de réduire la fracture numérique entre les zones rurales et urbaines. Retour sur la célébration du Nouvel An Amazigh en Algérie. Il y a 12 jours d'écart entre le calendrier Amazigh et le calendrier grégorien. Les festivités de la nouvelle année ont donc eu lieu ce lundi et ils étaient nombreux à faire vivre la tradition berbère, notamment à travers des concours de chant, danse et même de cuisine, comme nous le montre Ibrahim Ndiaye. Nous sommes ici en Algérie, dans un village berbère à Ibou-Esfien. Et pour la population, c'est un jour de fête. Elle célèbre ce lundi 12 janvier le début du Nouvel An Amazigh, connu sous le nom de Yenayer. Au menu, plusieurs festivités, chants, danses, concours du meilleur plat de couscous. Selon la tradition, ce jour marque une ancienne victoire d'un roi Amazigh, Chachnak, lors d'une guerre contre le pharaon Ramsès III. Nous cultivons nos traditions. Avec le Yenayer, nous célébrons les traditions de nos grands-parents. Il lui a accordé une grande attention. Je souhaite une bonne année à tout le monde. Le moment fort des festivités est le concours du meilleur couscous. De nombreuses femmes gardent jalousement les recettes de génération en génération. C'est le couscous de Yenayer. Tout peuple amazigh prépare ce plat pour la nouvelle année amazigh. Nous le faisons pour respecter la tradition, car nous avons gardé nos traditions. Nous préparons du couscous pour tous les gens du village et même pour les autres. Nous cuisinons le couscous de 2 façons différentes. Bienvenue à tout le monde. Cette célébration de la nouvelle année berbère a plusieurs objectifs, dont celui de perpétuer la tradition. C'est bien sûr, c'est d'essayer
de faire revivre aux gens les anciennes habitudes et les anciennes coutumes, et surtout d'essayer de préserver le patrimoine amazigh en particulier et algérien en général. Les Berbères sont présents dans plusieurs pays en Afrique du Nord. On les retrouve en Algérie, au Maroc, en Libye ou encore en Tunisie. Ils partagent la langue amazigh. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition du 12-15 sur Africa 24.